14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Plus de 3 400 milliards d'euros, c'est le montant record atteint par la dette française fin juin. Alors je sais que les chiffres sont indigestes, donc je vais faire simple. La France se place aujourd'hui à la 3e place des plus mauvais élèves de l'Union européenne, après la Grèce et l'Italie. Mais elle détient aussi le record du pire taux de déficit public d'Europe à 5,4%. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale a débuté l'examen du budget 2026 lundi. Comment sortir de cette crise? Peut-on éviter la faillite? On en parle aujourd'hui avec l'économiste et conseiller Itoro, Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour Perico. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est important que vous soyez là aujourd'hui pour décrypter, parce qu'on entend beaucoup d'économistes et d'hommes politiques concernés par le sujet, j'allais dire déblatérer ou faire des considérations. Nous, on a besoin d'avoir des informations claires, avoir des repères économiques. D'abord, je vais vous poser une question basique. Il me semble avoir lu dans certains ouvrages que cette dette colossale est physiquement irremboursable, qu'elle ne sera en réalité, et les marchés le savent déjà, jamais remboursée. Par contre, il y a les intérêts de la dette. Voilà. Il faut la réduire au maximum parce que les intérêts commencent à devenir aussi lourds presque que le remboursement du capital. On se base sur la date à partir de laquelle la France travaille vraiment pour elle. Il y en a qui vous disent c'est juin, c'est juillet, donc genre jusqu'au 30 juillet, on ne travaille que pour rembourser les intérêts de la dette. Voilà, et on commence à travailler pour nous. Est-ce que, Marc Toiti, il reste quelque part dans les caisses de l'État français et même dans le Trésor national un endroit où on pourrait ponctionner quelque chose pour établir l'économie, ou est-ce qu'on est à l'os? Alors non, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que effectivement cette dette, elle n'est plus soutenable. C'est-à-dire que juste pour rembourser effectivement les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Donc c'est ce qu'on appelle la bulle de la dette. Donc ça s'alimente, ça s'auto-alimente entre guillemets. Donc c'est la boule de neige. Ça n'est pas viable. Et alors le drame, ce que disait Maud tout à l'heure, c'est qu'effectivement hier on a eu les chiffres de l'Eurostat, et la France est le pays de la zone euro où il y a le plus fort déficit public. On est à 5,4% du PIB, c'est-à-dire que tous les pays réduisent leur déficit. L'Italie est à 2% par exemple, vous voyez, ou alors il y a des excédents à Chypre, en Grèce, etc. Et nous, on est le seul à continuer de déraper. Donc ça qui ne colle plus. On est vraiment parmi les derniers. Donc donc les cancres. Le plus fort taux de prélèvement de parallèlement de ce fait. Et parallèlement, ce qui est dramatique, c'est que en plus de cela, nous sommes numéro 1 du monde du poids des prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle effectivement les impôts et les taxes. Il n'y a pas un pays au monde qui fait pire que nous, j'ai envie de dire. Et que voit-on à l'Assemblée nationale sur le budget 2026? C'est le concours Lépine de qui va trouver le meilleur impôt, le nouvel impôt. Enfin, attendez, mais c'est un véritable scandale. Dans un pays, si vous voulez, où il y a autant d'impôts, encore une fois numéro 1 du monde, on ne peut pas continuer d'augmenter les impôts. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en économie en première année, si vous voulez. J'ai été prof à la fac, je peux vous le dire. C'est qu'effectivement, quand vous avez surtout en France un poids des impôts énorme, que vous augmentez encore les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser l'activité économique, donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura encore moins de recettes fiscales, donc plus de déficit. Donc c'est bien ça l'enjeu. Non, il ne faut surtout pas augmenter les impôts pour personne, j'ai envie de dire. Moi, j'irais même plus loin, parce que dans ce que je propose, que j'appelle la thérapie de choc bienveillante, je demande une baisse des impôts. Il faut baisser les impôts. Ça s'appelle le tonneau des Danaïdes, quoi. Voilà, exactement. Plus on remplit, plus ça se vide. Mais surtout, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, tous les pays dans le monde l'ont compris, sauf nous. Donc le drame, il est où? C'est que, il faut réduire les dépenses publiques. C'est là où il y a quelque chose à faire. Marc Toiti, je vais vous poser des questions très basiques. Oui. Qui a inventé la dette? Je pense qu'au début, quand les États se sont constitués, il y avait un trésor royal, un trésor national, la Banque de France. Je me souviens un jour Marcel Dassault expliquant dans son journal, tu ne dois pas, il disait à son petit-fils Olivier, tu ne dois pas dépenser plus que tu ne gagnes. Voilà. Oui, c'est bien. Qui a inventé la dette? Non mais la dette, tout le monde en fait. Non mais qui l'a inventé au départ? Qui a dit un jour? Tout simplement, je vais vous dire, c'est très simple. La dette, c'est le cumul des déficits. Ça veut dire que quand vous avez effectivement, comme vous l'avez bien dit, plus de dépenses que de recettes, ça veut dire que vous avez un déficit. Donc il faut bien le financer, ce déficit. Donc il faut trouver effectivement des créanciers, des personnes qui ont de l'argent, qui vont vous prêter de l'argent. Donc on emprunte sur les marchés. Et alors, notamment, mais pas seulement. C'est que effectivement, à la base, c'était par exemple ce qu'ont fait les Allemands, mais ce qu'ont fait aussi les Français, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on appelle la planche à billets. C'était la fameuse phrase de Macron, l'argent tombe du ciel. Quand on avait sa propre monnaie. Mais même avec l'euro, c'est ce qui s'est produit aussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que comme on avait une dette énorme et que là, évidemment, personne ne voulait nous prêter, on a dit c'est pas grave, c'est la Banque Centrale Européenne qui va acheter
notre dette, ce qu'on appelle la planche à billets. La planche à billets. Oui, c'est plus de l'argent, mais c'est de l'achat de dette. L'argent magique. Magique. Sauf que cette dette, elle est toujours là. Moi, j'ai été... alors, c'est vrai qu'effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Donc, bon, pourquoi pas. Mais après, en 2021, quand on a vu que c'était pas la fin du monde, moi, j'étais parmi les rares à dire, notamment à Bercy, auprès de Bruno Le Maire et tous ses conseillers, je leur dis, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Tous les hauts fonctionnaires ou les économistes, voilà, bien pensants, etc. Même, il y a même maintenant des prix Nobel, c'est ce que je veux dire. Donc, ils nous disaient, non, mais la dette, on s'en fiche. C'est pas grave, on va la faire rouler et on va la faire financer par la Banque centrale européenne. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà ce qu'ils me disaient à l'époque. Un manque de discernement incroyable, alors que, encore une fois, c'est du bon sens. Et c'était des experts. Non, mais c'est ça le drame de la France, c'est que les experts, malheureusement, trop souvent sont dogmatiques. Jean-Pierre Levade. Ils obéissent à leur dogme. Jean-Pierre Levade donnait une formule l'autre jour sur une chaîne amie, j'allais dire, et une définition de la dette. Le modèle social a fait qu'on a emprunté à l'extérieur de la France des richesses que nous ne produisions plus. Tout à fait. Pour payer le modèle social qui devient un gouffre. Et comme on n'avait plus les fonds sur place, on est allé les chercher ailleurs. Exactement. Lui disait malgré tout que c'était quand même la gauche à partir de 80 et 83. Bien sûr. Mitterrand a dit, il y a quoi? Ça s'appelle quoi? Les marchés. C'est sûr on peut aller dans le mur avec la carte de crédit, tirer. Mais allons-y. Alors c'est sûr et puis les générations futures paieront. Effectivement, jusqu'en 81 à peu près, il y avait la dette commençait, mais à l'époque c'était seulement 20%. On rappelle le dernier budget à l'équilibre. 1974. Vous voyez, donc, voilà. Et Raymond Barre rend les caisses à peu près. Il y a de l'inflation, mais c'est à peu près pas. Globalement, si vous voulez, c'est vrai que ça a commencé avec le premier, le second choc pétrolier. Puis après, quand est arrivé Mitterrand et Attali, etc., des gens qui ont fait monter Macron également, surtout pour Attali, pas pour Mitterrand. Oui, il a retenu la leçon. Évidemment, ils ont dit mais on va ouvrir la boîte de Pandore. À l'époque, la dette publique c'était seulement 20% de notre PIB, de notre richesse. Maintenant, évidemment, on est quasiment à 120%. Et tous les présidents ensuite, malheureusement, c'est open bar, si je comprends bien. Il y a aucun président en France, aucun gouvernement en France depuis, je dirais, les années 80, qui a osé baisser les dépenses publiques. Tous les ans, on augmente les dépenses publiques et donc parallèlement, on augmente cette dette publique. Mais elles peuvent être très bonnes, ces dépenses publiques. Elles peuvent être productrices, constructrices, génératrices de richesse et d'emploi. Exactement. Mais c'est pas le cas. Eh bien voilà. C'est-à-dire que la dette en elle-même, c'est pas un problème. On s'endette tous. Par exemple, une entreprise s'endette pour investir, un ménage s'endette pour acheter son bien immobilier, etc. Donc c'est normal. Même l'État, c'est normal, mais il y a une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire qu'elle produise au moins assez de revenus pour rembourser les intérêts de la dette. C'est logique, vous voyez. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Ce n'est plus le cas. C'est plus le cas depuis 2007 en France. Depuis 2007. Vous vous rendez compte, chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette, on doit encore s'endetter. Vous voyez, l'année prochaine, les intérêts de la dette... Un hasard que ce soit Sarkozy où il a contribué un petit peu. Ça commençait déjà à aller mal. Il a hérité la situation de Chirac, évidemment. Évidemment, il a hérité, puis après, ça a continué. Il y a eu effectivement la crise des subprimes, et là, ça s'est aggravé malheureusement. Mais surtout, le drame, c'est depuis effectivement 2017 et surtout depuis 2020 où là on n'arrête pas. Et alors encore plus dramatique, à partir de 2022-2023, tous les pays ont commencé à réduire leur dette publique. Nous, on est les seuls à continuer de l'augmenter et surtout sans croissance. C'est ça le problème. Quand vous voyez l'augmentation de la dette publique française depuis les années 2020, ça fait à peu près, pour arrondir, 1000 milliards d'euros. C'était une somme énorme. Vous voyez, juste sur quelques années, sur moins de 5 ans. Déjà en France, c'était très lourd. Alors en euros, je vous raconte pas. Alors voilà. Et alors, parallèlement, sur la même période, le PIB français n'a augmenté que d'environ 500 milliards. Vous voyez, 550. Ouais. C'est horrible. Il y a à peu près 500 milliards d'euros qui ont disparu, qui n'ont pas été dans le circuit économique. C'est ça qui est très grave aujourd'hui, c'est ça qui nous coûte très cher, parce que si je m'endette et que ça fait de la croissance, au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut repenser complètement notre modèle, mais malheureusement il n'y a aucun courage. Bon, Docteur Toiti, la France est malade, je vous en mets le patient, qui sont les finances de la République, les comptes de l'État. Je ne vais pas vous poser la question bête. Si demain l'exécutif vous confie avec la fameuse carte blanche, quelle est la première mesure médicale que vous prendriez, ou les premières mesures, ou en tout cas quel est le protocole que vous commenceriez à mettre en place? Il n'y a pas de solution miracle à la minute. Quelle est la façon de repenser l'économie que vous mettriez tout de suite en place pour qu'on puisse y voir clair? C'est très simple, ce que j'appelle donc cette thérapie de choc bienveillante. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y a ma chaîne YouTube bien sûr, mais globalement, d'abord je baisse mes impôts. Je baisse les impôts, on est numéro 1 du monde des impôts, il faut baisser les impôts pour tous. Les entreprises, les ménages. On redonne de l'espoir. On redonne une visibilité. Moi, je suis stupéfait de voir, je me balade beaucoup en France, faire mes conférences, ou même, quand on prend un taxi, etc. Le nombre de personnes qui sont... Je suis d'accord avec Charles Melser, 96 ans, qui dit qu'il faut baisser les impôts tout de suite. C'est évident, mais surtout, les Français n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'horizon. Ils n'ont plus, je dirais, de chemin. Donc, évidemment, ils sont complètement on va le dire clairement, il faut améliorer le pouvoir. Il faut relancer la consommation par un pouvoir d'achat. Alors, surtout, baisser les impôts pour les entreprises et les ménages. Donc là, vous allez créer des emplois. Vous allez faire de la croissance, créer des emplois. On baisse
augmente également les charges qui pèsent sur les salaires, donc ça augmente les salaires nets. Mais dans le même temps, c'est là que ça passe pas, il faut bien sûr baisser les dépenses publiques. Évidemment. Oui. Alors, je vais vous donner. Alors, bien sûr, il y a des améliorations sur les dépenses sociales. Est-ce qu'on peut faire des vraies économies? Et bien sûr. Je vais vous donner un chiffre très simple. Regardez. Depuis 2021, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques en France? Les dépenses de fonctionnement. De fonctionnement. Les salaires, les frais de bouche, etc., les frais de conseil, etc. 22,5% de hausse. Quasiment 100 milliards d'euros d'augmentation depuis 2021. C'est un scandale. Vous comprenez? Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut réduire ces dépenses de fonctionnement. Regardez ce qu'on appelle les ODAC. Vous savez, les ODAC, c'est organismes divers d'administration centrale. Ça dépend donc de l'État. Ça me fait penser à l'hôpital, où il y a plus de gestionnaires que de médecins. C'est exactement ça. C'est le symptôme. Eh bien, exactement. Il y a 700 ODAC en France. Tenez-vous bien, ça nous coûte chaque année 150 milliards d'euros. Alors, je dis pas qu'on va tous les supprimer, il faut en garder, bien entendu, mais on peut réduire effectivement cette gabegie, et là, on récupère, je dirais, effectivement, des dépenses publiques en moins, et donc on peut même baisser les impôts. C'est comme dans l'économie. Et relancer la machine. Il y a trop de services. On a fait le choix du service dans les années 80. Refaisons de la production, de la création, de l'industrialisation. C'est envisageable ou non? Parce qu'on dit, c'est vrai que ça serait la solution. Ça crée des emplois, des richesses. Voilà. Est-ce que la France aujourd'hui, dans la globalisation et dans le magma européen, peut reprendre une initiative pour recréer des richesses internes? Évidemment, en bonne intelligence avec les 27 autres. Évidemment, il faut simplement avoir une vraie volonté politique. C'est ce qu'ont fait les Italiens, par exemple. Vous voyez, les Italiens, c'est ce qu'ont fait globalement, même s'ils ont des difficultés, les Allemands. Mais on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui en France sur l'industrie, cette erreur stratégique. Quand on va en Italie, on voit des usines partout. C'est ce que je dis, c'est que globalement, mais moi ça m'amuse quand on voit le gouvernement, le précédent, celui d'avant, il y en a beaucoup, c'est vrai, ces dernières années, qui nous disent, ou le président, qui nous disent, oui, on va réindustrialiser. Oui, c'est une bonne idée, mais comment faire? On augmente les impôts. Si on augmente les impôts, c'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser. Ça n'a pas de sens. On voit les formations ne sont pas adéquates. Dans l'industrie aujourd'hui, il y a pas effectivement la main d'œuvre adéquate par rapport à ce que veulent les chefs d'entreprise. Donc on n'arrête pas de casser nos entreprises, de dire voilà, on va créer des taxes pour empêcher la réussite finalement. Oui, Marc Toiti, mais il y a une obsession politique. Le pouvoir d'achat, il faut que les gens à revenus modestes puissent se payer tout ce qu'ils veulent. Donc on importe de pays des activités économiques qui ruinent les nôtres et on importe. Alors on enrichit l'importateur et le distributeur, mais on ne recrée pas un réseau de richesse industrielle. Comme on a désindustrialisé la France de façon volontaire, rappelez-vous, dans les années 80-90, c'est les dirigeants français qui disaient il faut une économie française sans usine, vous vous souvenez? C'était un drame. Le service. Voilà, et ça continue. C'est la gauche qui disait ça aussi. Mais ça continue après, malheureusement, ça qui est dramatique. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Et on n'a pas inversé la vapeur. On commence maintenant, mais évidemment, c'est très tard. Puis surtout, il faut se donner les moyens de le faire. Donc c'est encore possible. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique. C'est même pas du courage. Simplement une volonté aujourd'hui de baisser ses dépenses publiques, de baisser les impôts, de relancer effectivement la machine. Et là, on en est très très loin. Donc moi, c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas d'horizon. Et le chômage est en train d'augmenter. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, en France, on atteint des sommets historiques de défaillance d'entreprises, de faillite d'entreprises. On n'a jamais vu ça. Même si on enlève les micro-entreprises où il y a eu beaucoup de créations, etc., on est sur 16% au-dessus. Je suis implanté en Indre-et-Loire et hier, j'ai vu la Chambre de commerce. 56 sociétés viennent de fermer leurs portes. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et évidemment, quand les entreprises font faillite, derrière, il y a du chômage qui augmente. Donc, c'est ça l'enjeu. Le collatéral est énorme. Et donc, bien entendu, ce qui aussi ne colle pas, vous l'avez bien dit, c'est que si on soutient que la consommation, comme il y a la moitié des produits consommés qui sont des produits importés, on la perd là aussi en déficit du commerce extérieur. Le serpent non monétaire se mord la queue. Et donc c'est pourquoi il faut avoir une politique d'ensemble. Pas d'où ma thérapie de choc bienveillante, c'est-à-dire il faut aller pas donner du paracétamol, ça c'est si on a mal à la tête. Mais si effectivement on a une vraie maladie malheureusement comme la France, il faut une vraie thérapie de choc et c'est ce que malheureusement nos dirigeants n'ont pas le courage de faire et surtout n'ont pas la volonté. Et moi ce qui m'effraie, c'est quand on voit les magouilles politiciennes à l'Assemblée nationale, pour éviter, pour garder sa place, pour éviter la motion de censure, etc. Voilà le cafouillage entre le président et le Premier ministre. Enfin, ça fait pas sérieux. C'est-à-dire que quand on voit tous les dirigeants d'entreprises, les Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, les particuliers, les épargnants ils ont du mal à épargner, on leur dit on va vous taxer encore votre épargne, et qu'on voit ces magouilles politiciennes. Franchement, ça c'est pas de nature à améliorer, je dirais, l'image de nos dirigeants. Donc, on peut encore sauver la France, mais il faut se réveiller maintenant. Sinon, Marc Toiti, merci pour ce témoignage qui nous a éclairé. Et vous allez évidemment revenir très bientôt parce que je pense que la série n'est pas terminée et qu'on aura besoin de vos lumières pour décrypter cette situation. À très bientôt. Bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.